Bonjour à toutes, bonjour à tous qui nous suivez en direct ou bien qui êtes venus par temps délicat, compte tenu des pluies diluviennes qui ne cessent ici. Aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre notre investigation, notre formation sur Shabbat. La dernière fois, nous avions passé en revue les 39 travaux en les répartissant en plusieurs groupes. C'est là que ça commence à se gâter, c'est-à-dire à devenir un peu plus corsé, mais j'ai évidemment confiance en votre opiniâtreté, et néanmoins c'est là que nous devons dédramatiser. Alors, pour dédramatiser, nous avons, si vous voulez bien me passer l'ouvrage, je vous prie, ceci à vous recommander, merci beaucoup, j'en ai parlé plusieurs fois à l'oral, c'est ce support pour les enfants, en fait, mais c'est tellement bien fait, ça contient tellement tout et de manière, indolore, que ça vaut la peine, je pense, d'être acquis, exploité pour les études. Vous trouverez dans, alors évidemment, ici ça va être à l'envers, les 39 travaux du Shabbat. Le titre, évidemment, est assez explicite. Alors, il y a, je ne sais pas si vous l'avez obtenu ou pas encore, il y a différents endroits sur lesquels je voudrais attirer votre attention, notamment l'introduction en page 9 qui est faite, qui est, j'allais dire, magistrale en fait, puisque on est dans le concret. Vous avez une préface qui vous donne un peu la valeur du Shabbat, sur laquelle nous avons déjà devisé ensemble, voire même nous avons essayé d'actualiser la chose et la rendre plus proche de nous, la première approche générale du Shabbat. Mais là, l'approche technique en introduction va vous permettre de comprendre, notamment dans la suite, toute cette partie, théorie des 39 travaux que j'ai mise de côté, à savoir dans quelles sont les conditions requises pour qu'un des 39 travaux soit accompli, donc en l'occurrence transgresser le Shabbat. L'expression phare que vous trouverez ici, c'était, rappelez-vous, Melechet Machashevet, il fallait que ce soit un travail conscient et conséquent, et ce conscient et conséquent se décline en fait en différents cas théoriques que vous pourrez observer ici, on y reviendra bien sûr. Mais commencer par là, c'était peut-être déjà susciter une certaine fatigue. Donc j'ai préféré que dans les applications concrètes, on découvre ces notions petit à petit, quitte à en faire après une synthèse. Mais elles sont là relativement bien exposées ici. Je ne dis pas expliquées, ça nécessite une explication orale, je pense, supplémentaire. Mais en tous les cas, voilà, que vous puissiez les approcher, savoir qu'elles existent pour l'heure. Et ensuite, nous aurons à les approfondir, à les justifier notamment, ce qui n'est pas forcément fait ici. Donc ça continue sur quelques pages. Alors, retour sur les surcréations, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici, c'est ça. Alors là aussi, c'est un très beau travail qui n'avait jamais été fait. Vous vous rappelez que les 39 travaux du Shabbat sont liés aux 39 actions nécessaires pour construire et ériger le Mishkan, le tabernacle du désert. Vous avez ici sa représentation exacte, la plus fidèle possible à ce que les versets nous racontent et ce que la Mishnah développe. Et catégorie par catégorie, tous les travaux sont reliés peu ou prou au Mishkan, à ce qui était nécessaire. Je veux dire par là, je ne vois rien du tout pour le coup, si je prends, écrire, effacer, ça se retrouve, par exemple, au niveau des colonnes, qui devaient avoir une place bien précise. Une lettre à côté d'une lettre. Si je prends allumer, éteindre, ça va être renvoyé à la couleur qui est ici, sur les tentures, puisque pour obtenir cette couleur, il fallait cuire des graines, etc. etc. Bon, donc ça illustre en fait le document de la dernière fois, notamment dans la répartition que j'ai appelée historique, je crois, des 39 travaux. Ensuite, comment ça se présente ? C'est assez simple. Les travaux sont répartis par... alors ça c'est veille de Shabbat, mais... donc c'est par thème en fait. Oui, non, c'est ça, ils sont regroupés selon opportunité, je pense, de mise en page, à voir. Donc il figure à chaque fois dans la partie jaune sous forme de parchemin, et vous avez à chaque fois les illustrations et une petite légende sur ce qui est interdit du premier ordre, ou bien précaution rabbinique,
Voilà. Donc c'est une manière très simple d'en passer par là. Et ce que nous allons découvrir maintenant, c'est qu'il y a dans les 39 travaux certains travaux qui nécessitent plus d'approfondissement que d'autres, d'autres sur lesquels on peut passer de manière quasi furtive. Voilà pour cet ouvrage, donc je vous le recommande encore une fois chaleureusement. Il va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, disponible en téléchargement ici, ou bien vous l'avez vous-même sous les yeux, j'ai pour l'heure édité le premier groupe. Donc, premier groupe qui va de 1 à 11, labouré à cuire. Et on va produire quelques éclaircissements. Ces données, vous les retrouverez, je pense, en substance là-dedans. Mais c'est le moment d'avoir un échange justement là-dessus. Comment se présente ce tableau, puisqu'il va se décliner ainsi pour tous les autres groupes. Donc vous vous rappelez en quoi consiste le premier groupe, c'est tous les travaux qui conduisent à la fabrication des couleurs, en l'occurrence. Donc tous les travaux des champs, etc., jusqu'à la cuisson. Ou, deuxième thématique possible, tout ce qui concerne la préparation du pain. Et donc ça va du labour, encore une fois, jusqu'à la cuisson au four. Alors je vous présente ce tableau. Dans la première colonne, vous avez la dénomination en français, en hébreu. Donc je commence par la gauche, tableau, colonne à gauche. Dans la colonne immédiatement à droite de celle qui est à l'extrême gauche, j'expose le principe et le but. Alors c'est une case délicate, parce que c'est à partir de là qu'on va raisonner après pour savoir dans les applications qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc on est dans le noyau dur de chacun des travaux. Ensuite, les apparentés. Alors ça renvoie à cette notion que j'évoquais la dernière fois. Les 39 travaux, en réalité, sont des archétypes. On disait en hébreu « avot », des pères, des papas, par opposition à « toldot », des engendrés, des descendants, littéralement. Et on peut traduire par les apparentés ou les dérivés. Mais ils sont de même importance, les dérivés, par rapport au avot, si ce n'est que plusieurs dérivés, plusieurs apparentés, parfois systématiquement, sont regroupés dans un faisceau qui relève d'un archétype, comme on va le voir. Ensuite, il y a les précautions rabbiniques. Il est marqué interdit rabbinique parce que, c'est le terme, mais nous avons vu que le plus souvent, cela relève de la précaution, de peur qu'on en vienne à. Ou ce qui sont contenus, ce sont nos réflexes, et les risques par rapport aux 39 travaux que ces réflexes nous font courir. Et ensuite, j'ai laissé une case blanche, c'est les applications dans la vie quotidienne, dont nous aurons à débattre en fonction de vos questions, d'accord ? Et c'est tellement large, et surtout ça se renouvelle tellement, c'est là qu'il y a besoin du update en fait, la mise à jour, sur tout ce qui est, toutes les premières colonnes, ma foi, c'est assez fixé, et ce ne sont que les modalités d'application qui changent en fait. Et comme notre vie change, tout ça va changer. Comment on se nourrit, comment on conserve la nourriture, comment la technologie investit nos maisons, comment ça va se passer Shabbat avec une maison intelligente. Donc, vous connaissez le concept en architecture. L'immeuble intelligent, la maison intelligente, faut-il que la maison soit bête ou que l'immeuble soit bête le Shabbat? C'est sympathique là, comme concept pour le coup. Ça veut dire plus rien d'automatique, plus rien de détecté. Quand je sors la dafinia du Shabbat du frigo, mon frigo ne va pas calculer Wi-Fi aidant les courses qu'il y a à faire pour le lundi suivant, etc. C'est tout le... Donc tout ça, il faudra l'évaluer aussi. On n'y est peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà comment ça se présente. C'est bon pour vous, l'outil est présenté. Alors commençons par le commencement. On ne va pas tous les faire de manière détaillée. Je vais aller assez vite sur les premiers notamment. Labourer Horesh. Alors vous n'êtes pas agriculteur, pas plus que moi. D'accord ? Nous sommes des urbains. Donc les travaux des champs sont une lointaine idée. C'est un objet de littérature, pour ainsi dire. Ou bien un objet d'actualité si vous vous intéressez à l'actualité politique. Labourer un champ, à quoi ça sert? Quel est le principe, quel est le but? Et en fonction de ça, on déclinera ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Préparer la terre à recevoir une semence ou une plante. Il y a un labour avant les semailles, mais il y a aussi un labour après les semailles. Alors, on voit que dans la théorie,
il est question de celui-là aussi, les labours après les semailles, c'est bien enfoncer les graines dans le sol pour que ça prenne, pour qu'elles puissent ensuite germer et pousser. Et deuxième principe et but, labourer, c'est pas seulement faire passer le soc de la charrue et tracer des sillons, c'est aussi extraire du sol ce qui pourrait gêner la pousse d'une plante. Il s'agit parfois de retirer des pierres, bref, de rendre un sol cultivable. Donc on retiendra que labourer, c'est pas stricto sensu l'action, mais c'est tout ce qui permet en fait, dans une certaine limite, dans un certain cadre, de rendre un sol cultivable et de permettre à la terre donc de recevoir les semences ou une plante. Alors, du coup, on va comprendre les apparentés, qui encore une fois ont une valeur identique à celle de l'archétype. En fait, à quoi ça sert de parler d'apparenté et d'archétype? Est-ce que c'est pour en fait vous vendre 39 travaux, là il y en a 400? C'est possible, d'accord, que la démarche soit purement marketing ou pédagogique ou bien dédramatisante. Mais en fait, il y a une incidence théorique, c'est-à-dire, imaginons quelqu'un, je prends le style de la Mishnah du traité Shabbat. Quelqu'un ne savait pas que c'était samedi. Il pensait qu'on était jeudi ou vendredi. Ça peut arriver. Enfin, c'est vraiment quand on est un peu à la masse. Mais admettons, on a oublié que c'était Shabbat. Ou bien on ne savait pas que tel et tel travaux étaient interdits le Shabbat. Donc dans l'ignorance et l'inconscience, on a transgressé le Shabbat. Il faut amener des sacrifices à l'époque du temple, des expiatoires pour faute involontaire. Bon. Et comme ça, on était tranquille. Combien de sacrifices? Eh bien, ça dépend du nombre d'archétypes, de avot qui ont été transgressés. C'est-à-dire que si, s'agissant par exemple de labourer, j'ai, regardez les apparentés, mouillé la terre avant de semer, et puis aussi j'ai fumé la terre, combien de sacrifices j'amène à l'époque? Un seul, parce que ça relève du même archétype. Mais si j'ai mouillé la terre avant de semer, et puis ensuite j'ai arrosé des plantes, et là je suis déjà dans un apparenté du deuxième travail, là ce sera 2 sacrifices, non pas un seul. D'accord? Parce que je suis sur 2 registres différents. Voilà en fait à quoi ça rime ces histoires d'apparenté et d'archétype. Si vous ne retenez pas cette information, ça n'est pas grave. Je voulais juste justifier cette répartition. Okay? Donc je reviens aux apparentés de labourer. Mouiller la terre avant de semer. Moi je ne connaissais pas cette technique, hein, honnêtement, avant d'étudier le Wat Shabbat, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'agriculture. Donc il s'agit de rendre parfois la terre meuble si elle est trop sèche, si les graines ne prennent pas. Fertiliser, fumer la terre, donc c'est le dépôt d'engrais, épierrer le sol, arracher les herbes folles, puisqu'elles pompent de l'énergie des sels minéraux au détriment de ce qui viendrait pousser, niveler le sol, creuser des sillons et des trous. Alors vous allez me dire, ok, dans la vie quotidienne, moi, quand est-ce que je suis amené à épierrer le sol? Évidemment, si vous avez un jardin que vous ne vous y consacrez pas le Shabbat, tout va bien, en fait, vous ne rentrez pas dans ces catégories. Mais il y aurait peut-être, et c'est important en fait de cadrer tout ça pour ne pas en faire trop, il y aurait peut-être des attitudes du Shabbat qui consistent à niveler le sol, à creuser des sillons, etc. Je prends le cas tout bête, qui fait souvent question, la poussette. Je pousse mon enfant le Shabbat dans un lieu où j'ai le droit de porter, à savoir là où il y a ce qu'on appelle un hérou. Je vais, je crois, évoquer cette notion. Donc, si Dieu veut, à Grenoble, très prochainement. On avance sur ce dossier à grands pas. Donc, imaginons que je suis dans un lieu qui n'est, en théorie, plus un lieu public, mais rendu un lieu privé par le hérouve. Et puis, donc, je me balade avec mon gamin dans la poussette, et la poussette trace des sillons. Allez, soyons fous, dans la neige, ou bien dans le sable, dans la terre meuble. Est-ce que je dois m'abstenir de? Nous verrons que la réponse est non, bien sûr. Enfin non, je n'ai pas à m'abstenir, d'accord? Puisque mon but n'est pas de tracer des sillons, c'est juste de transporter mon gamin, que ce n'est pas vraiment des sillons, il ne faut pas exagérer, des traces dans le sol, ça n'a rien à voir. Et donc, oui, je peux marcher dans le sable, oui, je peux marcher dans la neige, même si ça fait des trous et des traces, etc. Oui, je peux pousser mon gamin là où j'ai le droit de porter. Au niveau des interdictions rabbiniques, il y a des choses qui vont vous paraître rigolotes. Répandre du sable, descendre dans la notion de niveler, bon, très bien. Balayer le jardin, la cour, c'est-à-dire un extérieur, qu'il soit carrelé ou non en fait. Le risque étant qu'on peut être amené à niveler. Alors, évidemment,
enfin, balayer le jardin, ça va vous paraître incongru. Je veux dire, si vous avez du gazon, c'est pas... En général, si on fait ça, c'est qu'on va pas très bien. Donc, Shabbat ou pas, il faut s'interroger. Mais admettons, voilà, qu'il y ait une cour, qui soit pas vraiment en terre meuble, qui soit, dallée de pierre. Et bien, comme c'est en extérieur, pour faire simple, nos maîtres nous ont demandé de ne rien balayer dehors. Donc, ni terrasse, ni jardin, ni walou. En revanche, chez soi, on peut balayer, comme on le verra. Et sur une terrasse qui est carrelée, on ne peut pas Alors, voilà. niveler. Non, bien sûr, il n'y a rien à niveler, mais disons que les rabbins ont simplifié la chose. Extérieur, point de balai. Intérieur, si on n'est pas en terre meuble, ce qui, je vous le souhaite, est le cas pour nous tous, c'est permis. D'accord ? Après, il y a, alors c'est marrant, les jeux de terrain, jouer au cricket, au football, aux billes. Vous allez me dire, est-ce qu'on a vraiment mieux... Vous êtes venu ce matin pour vous entendre dire qu'on ne pouvait pas jouer aux billes le Shabbat. Est-ce que c'est bien sérieux cette affaire? Alors, c'est sérieux et ça n'est pas sérieux, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez... Moi j'étais champion de billes dans mon école primaire, donc je peux en parler cette fois-ci, je suis un peu plus expert que pour les travaux des champs. Si on joue sur le bitume, ma foi, tout va bien, mais c'est moins drôle. Ce qui est drôle, c'est de jouer sur de la terre meuble. Et donc forcément, pour préparer le terrain, les bons joueurs de billes savent niveler à leur avantage, ou le déniveler, c'est comme on voudra, mais à leur avantage, selon ce qu'ils savent faire de leurs deux mains, ou de la main droite si on est droitier, etc. Bon. Donc oui, il y a des risques, et donc on ne joue pas aux billes, on ne joue pas au football sur un terrain de foot ou dans un champ, par contre on peut jouer sur du bitume ou en intérieur. C'est pas ultra shabbatique pour des adultes, mais si quelqu'un a besoin d'une activité sportive pour se sentir bien, c'est autorisé, et pour des gamins, dans ces conditions-là, ce sera autorisé. Laver un sol, donc ça procède en réalité d'autres problématiques, nous verrons, mais le Shabbat, on ne fait que passer le balai, on ne lave pas les sols. Même si c'est pas le principe de laver le sol n'est pas d'aplanir un sol de sa poussière, d'accord? Ça n'a a priori rien à voir, mais nous verrons que ce registre, enfin ce thème reviendra parfois. Donc même si c'est carrelé? Même si c'est carrelé, oui. D'accord, ouais. C'est essoré, quoi. C'est l'interdiction. Il y aura aussi ces problématiques qu'il y a à essorer, nous verrons. Disons qu'un minima, on balaye chez soi. Et puis c'est tout, quoi, tout simplement. On balaye chez soi, et encore on n'y passe pas Shabbat sur le balai, hein, c'est-à-dire on balaye chez soi pour après manger, etc. Pendant que monsieur va lire ses livres, madame pourra passer le balai. Normal, quoi, tout va bien. Alors là, j'ai pas compris pour le football. En fait, il y a même des maris qui passent le balai, hein, ça existe. Il paraît que ça existe. Oui. Donc c'est interdit pour les enfants, le jouer au football et... Ah oui, pour tout le monde, là, pour le coup. D'accord. Oui. Okay. Enfin, attendez, il faut aller jusqu'au bout. Jouer au football sur un terrain de foot, ça veut dire en terre meuble avec du gazon, etc. Ou dans un champ. Donc, si c'est bitumé, si c'est en intérieur, tout ça c'est autorisé. Après, jouer dehors, il faut vérifier la problématique du transport, de porter Shabbat. Si on est tout à fait en extérieur et qu'il n'y a pas les conditions requises pour parler d'un lieu privé. Donc ça c'est un autre sujet et je ne l'ai pas évoqué ici. Mais voilà. Là, il n'y a que l'aspect du terrain dont il est question là. Bon, je vous laisse pour l'heure, on repassera en revue les questions de vie quotidienne, on ne va pas trop s'encombrer, mais je vous laisse y réfléchir de votre côté, voir quelles questions pourraient se poser, que ce soit à l'aide de ce support, que ce soit selon votre propre intuition et votre propre expérience. Ça va jusque-là? J'avance, donc semer. Alors, labourer se disait horesh en hébreu, on peut retenir les termes, il n'y a pas les voyelles. Si vous voulez l'écrire phonétiquement, comme ça vous avez le mot au creux de l'oreille, c'est toujours bon à prendre. Horesh, c'est je laboure, enfin labourer. C'est pas l'infinitif, c'est le présent singulier masculin. Le deuxième, c'est zoreya. Zoreya, semer. Zera en hébreu, ça veut dire une graine, ça veut dire semence. Zoreya, semer. Alors, regardons le principe et le but. Tout travail favorisant la pousse d'une graine ou d'une plante. Et donc, là, c'est assez large. Dans l'archétype même, vous avez planté, greffé, sarclé, taillé, repiqué. Donc, c'est tous ces travaux qui permettent la croissance d'une plante. La pousse et la croissance. Et deuxièmement, déposer des semences, des noyaux de fruits dans un sol prêt à les recevoir, ou même dans un pot de fleurs, dès lors que ça peut germer tout simplement.
Donc va se poser à partir de là en fait la question, est-ce qu'on peut faire un repas de Shabbat dans un jardin? Comment ça marche, d'accord? Bien sûr, on mange pas par terre, enfin je veux dire, ou un pique-nique le Shabbat, tiens, admettons. Si les gamins balancent les noyaux, si moi-même je jette mes noyaux d'abricots dans le jardin, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça s'appelle semer? Ce ne serait pas a priori bien sérieux de faire l'analogie, mais la question se pose. Alors regardez les apparentés, parce que la question de manger dehors repose essentiellement en fait sur les apparentés. Arroser des plantes, puisque en les arrosant, je favorise leur croissance. Donc c'est le même principe. Ramollir les graines dans l'eau. En les ramollissant, je favorise je crois qu'on dit la germination, sauf erreur de ma part. Enduire les arbres. Alors, enduire avec quoi? Là, vous excuserez mon ignorance en la matière, je n'ai pas l'habitude de m'occuper des arbres véritablement. Je les chante avec Brassens, le cas échéant, mais c'est tout. Enduire les arbres, donc des techniques, on approfondira si vous le souhaitez, qui permettent de soigner les arbres, de grandir, d'être plus forts. Déposer sur la terre des pots percés de semences ou de fleurs. Alors, oula, ça va chercher loin. Les pots percés, s'il vous plaît. En fait, qu'est-ce que c'est que ces pots percés? Ce sont bien des plantes en pot ou des graines en pot? Oui. Mais puisque les pots sont percés, ils sont directement, en les déposant sur la terre, reliés à la terre. Donc ça revient en fait à les déposer dans un milieu où leur croissance sera favorisée. Honnêtement, comme l'autre qui n'est pas dans la poire, je ne suis pas dans le pot, je ne sais pas dans quelle mesure ces graines, cette plante vont aller puiser dans les sels minéraux. Est-ce que les racines vont se répandre à partir de là? En principe, oui, ça devrait, et c'est pour ça d'ailleurs que les pots sont percés, ça devrait pouvoir le faire. Donc cet acte-là, déjà, consiste en fait, ressemble de très très près à déposer des graines sur de la terre. Et puis arracher les herbes folles. Vous allez me dire, mais arracher n'est pas semer. Arracher, ça a à voir peut-être avec le numéro 3, moissonner. Oui, mais il se trouve que moissonner, c'est productif. Je moissonne des graines qui ont poussé, enfin qui ont germé et qui ont donné des céréales, par exemple, pour me nourrir, pour faire autre chose. Les herbes folles, ça ne rentrerait pas dans le cadre de semer, de moissonner, par contre, en revanche, puisque ça favorise la croissance des plantes, je libère du sol, je libère des sels minéraux qui vont de facto être affectés aux plantes, elles, qui poussent, qui ne sont pas les herbes folles. Donc arracher les herbes folles revient à favoriser leur croissance. Et donc ça tombe, c'est un des apparentés de semer. Alors, les précautions rabbiniques. Se laver les mains au-dessus des plantes. Alors, là, il y a une petite question qui se pose. Quand vous vous lavez les mains au-dessus des plantes, certes, vous les arrosez, mais en même temps, ce n'est pas votre intention. Vous vous rappelez de cette affaire de... on va rigoler un peu, tiens, il y a un proverbe ici qui tombe à point nommé. Cette affaire de travail conscient et conséquent. Melechet Mahashevet, ici, la conscience, le thème de la conscience se décline ainsi. Vous n'avez pas l'intention d'arroser les plantes. Puisque ce n'est pas votre intention, vous n'avez pas transgressé, et c'est logique. Votre problème à vous, c'est de vous laver les mains. Les plantes, vous vous en lavez les mains. Voilà. Néanmoins, cette logique-là, de dire ce n'est pas mon intention, a une limite qui est l'évidence de la conséquence. Bah oui, les plantes vont s'en trouver arrosées. Et comme une plante est très sensible à l'eau, forcément, c'est pas votre intention, mais comme la conséquence est évidente, c'est trop grossier de se ranger derrière l'intention. Il y a la conséquence, c'est trop visible. Alors là, je l'ai dit de manière théorique et même maladroite. Le Talmud le dit de manière imagée et plus directe encore. Je dirais que c'est... j'y vois un argument politique intéressant. C'est un papa qui voulait donner un jouet à son fils. Et à l'époque, dans une basse-cour, on n'a pas 36 possibilités. Les enfants jouent avec des têtes de coq ou de poulet. Avec la tête. Bon, aujourd'hui, c'est au Moyen-Orient, derrière, je joue avec les têtes des otages. Mais c'est autre chose. À l'époque, on jouait avec les têtes des poulets. Et donc, un papa veut donner une tête à son fils, il prend un coq ou un poulet, lui coupe la tête, et donne la tête à son fils. On dit à cet homme, mais quand même, c'est absurde, t'as tué un poulet. Pour rien. Et le papa dit, mais c'était pas mon intention.
Moi, je voulais donner une tête à jouer à mon gamin. Et on lui répond en araméen, Psikrecha velo yamut. Tu veux couper la tête du poulet, tu ne veux pas qu'il meure. Mon intention du papa, c'était de contenter son enfant. Mais en même temps, il ne peut pas dire, oh, le pauvre poulet, je voulais pas qu'il meure. Comment tu veux pas qu'il meure? Tu veux lui couper la tête, tu veux pas qu'il meure. Ça a beau ne pas être dans ton intention, la conséquence est tellement évidente que tu ne peux pas nier que c'est là. Ce serait incertain, passe encore, mais c'est carrément certain. La conséquence, elle est certaine. Psikrecha velo yamut, tu veux couper la tête, tu veux pas qu'il meure. Et je trouve que c'est mignon comme c'est imagé, parce qu'il y a plein de circonstances dans la vie où les gens vous prennent un peu pour des imbéciles, d'accord? Et on a envie de leur répondre, tu veux couper la tête, tu veux pas qu'il meure, et quoi? Tu savais bien que... Bon. Donc c'est la même chose ici, on se lave les mains au-dessus des plantes, quelque part, on ne peut pas nier que ça arrose des plantes, même si ce n'est pas l'intention de départ. Donc la logique de l'intention décalée par rapport au travail, savoir ce n'était pas mon intention de semer ou de faire grandir une plante, a ses limites, et les limites, c'est la question de l'évidence. Alors on reviendra, vous pourrez le voir ici, sur cet adage, sur cette règle même, psikrecha velo yamut, on dit psikrecha en très court, couper la tête. Alors couper la tête, comprendre, couper la tête du poulet pour pas qu'il meure. Il faut se refaire la petite historiette à chaque fois, parce que cette limite a elle aussi une limite. D'accord? On distinguera les cas où j'ai un intérêt effectivement, ou bien je n'ai pas d'intérêt effectivement. Est-ce que l'objet est une transgression thoraïque ou rabbinique? Et selon les combinaisons possibles, on pourra trouver parfois des possibilités. Mais là, si je rentre là-dedans, je vais vraiment mettre du brouillard plutôt qu'autre chose. Retenez simplement l'anecdote du poulet, ça suffira amplement. Oui? Oui, sauf si c'est un travail involontaire. On ne savait pas qu'il y avait une plante ici, on a fait comme ça. Bien, bravo. Alors involontaire, c'est encore un autre registre. C'est voisin. Hein, le coup d'involontaire, donc on appellera ça mitra sec ou autre, ou d'avoir chez Mitkaven, enfin plutôt mitra sec. À savoir, donc, moi j'ai pas vu qu'il y avait des plantes, rien à voir. Donc là, c'est sûr, c'est pas mon intention du tout et ça se justifie. Hein? Bien. Alors, je reviens dans les précautions rabbiniques. Renouveler ou ajouter de l'eau dans un vase de fleurs. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Jeter des graines en des lieux humides où forcément elles lèveront. Vous les jetez pour vous en débarrasser. D'accord, hein? Votre noyau d'abricot, vous voulez juste, voilà, vous avez mangé, ou le tronc de pomme, vous voulez le balancer derrière, par-dessus votre épaule, c'est pas votre problème. Seulement, vous savez que la terre est très meuble, humide, qu'elle est tout à fait fertile à ce moment-là, et il va se passer quelque chose. Bon, donc on est prié de faire attention, mais c'est qu'un interdit rabbinique. Déposer sur la terre des pots de semences non percés. Ça veut dire que nos sages ont simplifié la chose. Au départ, c'était les pots percés. Et puis comme les sages ont dit, oui, mais c'est un peu, ça va être un peu neuneux, hein, si on s'amuse à voir si les pots sont percés ou pas percés. Donc on ne dépose pas de pots sur le sol, un sol meuble, pointe à la ligne. Et enfin, mettre à la lumière une plante posée à l'ombre. Ça, c'est assez joli, je trouve, parce qu'on n'y pense pas. Ce qui fait évidemment grandir les plantes, c'est la photosynthèse, et donc la lumière. Mettre à la lumière une plante qui n'y était pas, c'est la nourrir, c'est lui permettre de grandir. Donc on ne déplace pas les plantes à cet égard. Pas plus que de la lumière, on a le droit de les mettre à l'ombre, ce serait apparenté à moissonner, ça veut dire à entraver leur croissance. Peut-être à les rendre, à les atrophier au point qu'il faille les cueillir, etc. Est-ce que ça va jusque-là? Donc le coup du pique-nique de Shabbat, je dirais que au niveau des décisionnaires, il y a deux attitudes. Certains considèrent que c'est une mauvaise idée que de manger en terrasse de Shabbat, surtout sur une terre meuble, parce que voilà, il y a toutes ces possibilités de semer indirectement. D'autres diront, il suffit de faire attention, si on est sur une terrasse en dur, même s'il y a un jardin à côté, on fera gaffe. Et donc vous avez les deux écoles là-dessus. On reviendra sur des applications concrètes. Pour le moment, je ne fais que cette première découverte approfondie. Moissonner. En hébreu se dit kotser. Kotser. Est-ce que vous voyagez en Israël de temps à autre? Un petit peu. Oui, un peu. Kotser. Katsar, qu'est-ce que c'est Katsar en hébreu? Ou Kitsur? Ça, c'est étroit. Katsar, c'est court. D'accord. Quand en Israël, on dit Hakitsur,
ça veut dire pour faire court. Et les gens, ils aiment bien faire court, d'accord? S'il y a des tartines, c'est fatigant, d'accord? Parler succinctement, kitsur, résumé, un kitsur aussi, ça peut être aussi un résumé, un abrégé. Kitsur Shulchan Aruch, abrégé du Shulchan Aruch. Donc la racine katsar, c'est rendre court, raccourcir, et plus exactement ici dans notre champ lexical, les 39 travaux liés à l'agriculture, kotser, c'est moissonner. Le principe et le but est simple, il n'y a presque pas besoin de faire un dessin, couper un végétal c'est l'hébreu traduit, de l'endroit où il pousse, c'est-à-dire du lieu de sa croissance naturelle, voire d'ailleurs pas naturelle, avec un outil ou avec la machine. Ça, c'est pas à la main que ça se passe. Kotser, jadis, on ne moissonnait pas à la main, on n'arrachait pas les céréales, on les coupait avec une faux, etc. Ou bien la machine, la moissonneuse. Donc on verra ce qu'il advient pour ce qui est de cueillir à la main. Au départ, c'est pas dans l'archétype, mais ça va se retrouver dans les apparentés. Donc les apparentés, couper des fleurs, des fruits à la main, on dit cueillir en français, pardonnez l'approximation de langage. Ramasser des champignons, des truffes. Alors ça c'est assez inattendu parce qu'a priori ce ne sont pas des végétaux, mais en même temps ça fait partie des produits du sol. Alors je vais rarement la cueillette aux champignons, je vous le dis tout de suite, je le confesse volontiers, et encore moins des truffes, bon, pas que ça va faire, mais voilà, ça s'apparente. Retirer les plaques de miel de la ruche. Alors ça c'est joli, si un jour vous vous passionnez d'apiculture, vous rencontrez un apiculteur passionné, et forcément il vous contaminera parce que c'est une passion très contagieuse, c'est magnifique le travail du miel et des abeilles. Donc retirer les plaques de miel de la ruche, c'est le moment de la récolte du miel. Donc voilà, donc cette activité, si un jour vous vous retrouvez à avoir des ruches dans votre jardin et que c'est votre passion, pensez bien à partager la passion autour de vous, sinon ça ne va pas le faire, en termes de vie sociale c'est moyen. Donc le moment où on retire les plaques de miel, ça s'appelle kotser, c'est moissonner, en fait en l'occurrence c'est récolter le miel. Retour aux pots, les pots, les fameux pots de fleurs, ils sont posés, là ils sont troués, posés à même le sol, de la même manière qu'en posant le pot percé sur le sol, meuble, ça s'apparente à semer, je mets en contact avec un lieu de croissance, ou je crois le lieu de croissance, et bien l'inverse s'apparentera à moissonner, soulever des pots troués qui contiennent de la semence ou des fleurs, lesquels pots étaient posés sur la terre. C'est tout ça extrêmement logique, et c'est vrai qu'à faire des phrases et à trop l'évoquer, ça peut faire sourire, mais en réalité ça se tient. Secouer un arbre pour faire tomber les fruits. Bon, ça c'est une technique pour les pommiers et autres. Ce sera donc interdit. Alors tiens, Shabbat, est-ce que je peux me faire une sieste sur un hamac, par exemple? Ça c'est intéressant. On peut écrire un livre sur la sieste shabbatique. Je le ferai volontiers en 3 tomes, d'accord? Cette sieste qui est tellement puissante qu'elle vous empêche de dormir le samedi soir suivant et les 3 nuits qui restent. Dormiez, vous êtes en vacances, vous avez une propriété quelque part en Provence, vous avez les cigales qui à 6 heures du soir s'apaisent, on vous sert le pastis de 51, petit jaune. Et ce Shabbat est absolument délicieux. Vous voudriez vous allonger dans un hamac. Mais quoi, le hamac? Il est accroché à 2 arbres. Sinon, c'est pas un hamac, ça s'appelle... Je sais pas ce que ça s'appelle d'ailleurs. Est-ce que Shabbat c'est autorisé? Alors évidemment, il y aura problématique. Votre intention n'est pas de secouer l'arbre, vous n'avez pas que ça à faire, vous voulez faire juste piquer un somme et profiter de ce moment paradisiaque et délicieux. Mais quoi? Peut-être dans les interdits rabbiniques, il y aurait attention à ne pas appuyer, tirer les arbres, etc., ne pas s'appuyer sur des arbres. Donc je laisse la question en suspens, on va trouver la réponse dans ce qui suit. S'il n'y a pas de fruits, c'est un arbre sans fruits. Ah voilà, c'est bien, vous raisonnez bien. Si c'est un arbre sans fruits, a priori il n'y aurait pas de problème. Qu'il s'agisse d'un arbre qui ne soit pas fruitier ou bien un arbre dont les fruits ont déjà été cueillis, qui n'ont pas encore poussé. C'est tout bientôt, on va en parler d'ailleurs, Nouvel An des arbres. Bonne année vieille branche, ce sera le thème de dimanche prochain. En l'occurrence, donc on va devoir réfléchir si, à cause des arbres fruitiers, il faut s'abstenir aussi pour les arbres qui n'ont pas de fruits, ou bien qui ne sont pas fruitiers. Est-ce qu'il faut faire simple, ou bien est-ce que la nuance est tolérable? Voilà, vous commencez à rentrer dans le raisonnement, dans le type de raisonnement qui fonctionne pour les 39 travaux. Alors, voyons maintenant les interdits rabbiniques. Monter sur un arbre
Y placer des objets de peur qu'on en vienne à arracher les branches. Donc on ne grimpe pas sur les arbres le Shabbat. Ok. Alors ça va vous paraître comment dire, inattendu. Monter une bête. Ou se faire transporter dans une voiture tirée par une bête. Ah, vous ne comprenez pas, mais quel rapport avec la choucroute, d'accord? Qu'est-ce que ça a à voir avec moissonner? D'abord, pourquoi on pourrait monter une bête? Est-ce que c'est la faire travailler? Oui et non. Je veux dire, ça dépend de ce que vous faites avec. Mais vous voulez faire une balade à cheval le Shabbat. Voilà, on va prendre le cas tranquille. Là, vous êtes en vacances, ou bien vous avez une passion pour le cheval, et vous vous dites, j'ai envie de passer un moment avec mon cheval. C'est un plaisir pour vous, c'est un plaisir pour lui. Mais il y a une vraie communion. Et il n'est pas question de travail ici. Pourquoi ce serait interdit au titre de moissonner? Quel rapport? Oui, c'est vraiment sourd de monter un cheval. Ouais. Interdit rabbinique. Même si c'est pour le plaisir. Pour travailler, c'est autre chose. Mais ce n'est qu'un interdit rabbinique. Enfin, c'est pas rien, mais c'est pas du tout du même ordre que les archétypes et les apparentés, ni les Havot et les Toldot. Alors, regardez bien. Pour faire avancer votre canasson, il y a la technique de l'éperon, bien sûr, ou bien de la petite branche qu'on va arracher au détour d'un passage devant un arbre pour ensuite le faire avancer. D'accord? Donc ça, c'est un réflexe. Pour ma part, je ne monte pas des bêtes tous les jours, voire même moins que ça encore. Donc, il faut se référer pour cela aux personnes qui montent volontiers des bêtes et qui vous diront que oui, effectivement, ça fait partie de la normalité, du réflexe que d'arracher une branche pour faire avancer sa bête. Donc nos sages ont voulu cadrer ce réflexe et nous ont pour cela interdit de monter les animaux le Shabbat. En dehors du fait que la limite avec faire travailler sa bête est très ténue aussi, c'est vrai. Mais pour le coup, le Shabbat, on va se déplacer à pied, tranquille, en n'arrachant rien à personne, à aucun arbre. Dans les interdits rabbiniques, retirer de la terre des pots non percés de fleurs ou de semences. Forcément, ça devait nous tomber sur le coin de la figure. C'est la réciproque de tout à l'heure. De la même manière que pour semer, les maîtres ont mis comme précaution, on ne dépose pas des pots non percés. Eh bien, on n'enlève pas des pots non percés qui étaient posés sur une terre meuble. Enfin, dans les interdits rabbiniques, sentir les fruits d'un arbre. De peur qu'on en vienne à les cueillir. Là aussi, réflexe. D'accord? Ou à les arracher. Mais sentir une fleur de... Là, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Sentir une fleur qui ne serait pas en pot, mais qui serait... d'un arbuste. Hein. Ben voilà, pareil. D'accord. Alors, on reviendra sur les fleurs, parce que du coup... Tiens, mettons-nous dans un... On va écrire... Je l'écris ici, comme ça on l'étudiera ce cas. Un inconnu vous offre des fleurs. Je vais l'appeler comme ça, tiens. Vous faites offrir des fleurs le Shabbat, qu'est-ce que vous en faites? D'accord? Vous les posez où? Vous les mettez dans l'eau, pas dans l'eau? Vous les sentez, oh, comme elles sentent bon? Vous faites tout le protocole ou pas? Comment ça marche? Elles ont été transportées le Shabbat, ces fleurs. Alors, on vexe pas? Comment on gère? Voilà, gestion. Là, j'aime bien ces cas-là, c'est des cas de gestion. Évidemment, il y a des solutions, rassurez-vous. Hein. Prendre possession, vous vous rappelez le coup du cadeau? Offrir un cadeau Shabbat. Donc quelqu'un, il n'a pas ces subtilités, il m'amène des fleurs le Shabbat ou des chocolats. Il n'a pas acquis pour moi avant, est-ce que je peux me rendre possesseur? Et si c'est des fleurs, je peux les mettre dans l'eau? Est-ce que je peux les sentir? Est-ce que je peux seulement les manipuler? Etc. etc. Compte tenu de l'incompréhension qui est parfaitement logique, voire même légitime, c'est des sujets tellement... c'est un peu space, hein, on est en train d'étudier un truc un peu space, il faut quand même se l'avouer. Et on peut comprendre que ce ne soit pas su et compris par ailleurs. Donc comment on gère tout ça? Voilà, je mets de côté donc un thème qui serait un inconnu vous offre des fleurs, ou un invité vous offre des fleurs. Et rassurez-vous, il y a des modalités de gestion. Alors, 4 et 5, enfin 4 d'abord, amasser, donc ça va aller assez vite. Ah, excusez-moi, pardon, j'ai pas répondu pour le hamac, je vous donne l'info quand même. La sieste étant un sujet sacré qui ne figure pas dans les 10 commandements parce que c'est presque au-dessus, il y a possibilité de dormir sur le hamac à une condition, c'est que, tenez-vous bien,
comme quoi les rabbins, ils savent trouver des fois trouver des combines. La condition, c'est que le hamac ne soit pas directement attaché à l'arbre. C'est-à-dire, si le hamac est attaché à l'arbre, on est dans la problématique de risque de secouer un arbre, machin, etc. En revanche, s'il est attaché à des rivets qui eux-mêmes sont rivés dans l'arbre, alors c'est permis. Vous voyez? On a donc sauvé la sieste en hamac, à certaines conditions. Alors, amasser se dit en hébreu me'amer. Omer en hébreu, c'est la petite gerbe de blé. Oui, le conte du Homer, oui, le fameux conte du Homer, c'est le conte par rapport à la première gerbe de blé offerte au temple. Alors, je vais aller vite là-dessus parce que, bon, grouper des produits de la terre sur le lieu où ils poussent pour en faire un tas unique. Donc c'est un stade important avant d'aller ramasser pour engranger, etc. Et pour commencer à opérer toutes les opérations du tri, ça c'est un grand sujet aussi, le tri, on va l'évoquer seulement maintenant, mais on devra y revenir. Donc les apparentés, lier des fleurs pour en faire un bouquet ou une couronne, enfiler des fruits, des perles de culture. Alors, les perles de culture, c'est quoi? Ça vient des huîtres, en l'occurrence. Elles sont considérées comme produits de la terre. Produits de la mer et produits de la terre, ici, vont être équivalents. Amasser des produits... Alors, pardon, ça c'était donc les apparentés. Viennent ensuite donc les... comment dire? Les interdits rabbiniques. Il faudrait que je reprenne ce tableau, il est mal fichu. Ma mise en page n'est pas bonne. Les tableaux sur Word, c'est une tannée. Enfin bon, excusez-moi, ça c'est un problème technique. Je vais essayer de refaire ça mieux que ça. Donc les interdits rabbiniques, c'est amasser des produits non végétaux sur leur lieu de production. Donc il y a une extension de mer à mer à un schéma plus, comment dire, moins proche de la terre, mais il y a toujours l'idée de amasser lieu de production, même si ce n'est pas des végétaux. Alors, amasser des produits de la terre qui se sont éparpillés dans la cour et les réunir dans un panier, ça veut dire que nous sommes en extérieur. J'ai des fruits qui sont tombés par terre et je les rassemble. Je suis dans mer à mer, même si ce n'est pas mon intention, même si je ne suis pas en train de cultiver un champ, etc. En extérieur, dès lors, quelle que soit la nature du sol, qu'il soit meuble ou bien dallé. Amasser le sel dans les marais salants. Ça c'est joli, j'ai jamais fait ça, ça peut être un job d'été sympathique. Eh bien, certes, c'est pas du produit de la terre, quoique, mais en tous les cas, c'est un peu comme le coup des pertes de culture. Les rabbins ont voulu assimiler à mer à mer. Donc voilà, vous saurez que si jamais il vous prend d'amasser du sel dans les marais salants le Shabbat, il faudra faire un break, tout simplement. Donc j'ai pas besoin de me pesantir là-dessus. Allez, la seule application concrète qu'on pourrait trouver, c'est vous amenez la coupe de fruits Shabbat, et puis votre gamin vous court dans les pattes, il vous fait tomber, et tous les fruits se répandent dans la maison. Voilà, donc évidemment vous gardez votre calme, puisque c'est la culture de l'enfant roi, et que l'enfant a le droit de faire toutes les bêtises, y compris de vous faire dégringoler, et par ailleurs, il vous faut ramasser. Est-ce qu'il y a une technique de ramassage qui fait que ça ne s'apparente pas à mer à mer? Alors le plus simple, c'est encore de les ramasser un par un. Pas en faire un tas pour ensuite les mettre dans un panier, mais panier ou corbeille de fruits, et les prendre un par un et les y mettre sur la table. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Bien qu'on soit en intérieur, et que après tout, le problème de mer à mer ne se pose quasiment pas. Battre le blé. Alors, là, on est dans un travail, un archétype, qui se dit dash en hébreu, et qui a des applications concrètes aussi, assez inattendues, mais qu'il faut garder vraiment en mémoire. Hein. Amasser mer à mer, ma foi, c'est pas une grande chokhma, pas une grande difficulté. Alors, battre le blé, le principe et le but, c'est détacher un produit naturel, solide ou liquide, de son enveloppe organique à laquelle il est attaché. Pardon pour la traduction de l'hébreu. Afin de préparer le dit produit pour le tri. Donc c'est très précis. On est avant le tri, mais c'est déjà en quelque sorte un tri.
hein, on le détache de quelque chose. Donc il faut penser au blé qu'on va battre, d'accord? En fait, on le secoue terriblement, et il y a des choses qui vont se détacher, il faudra ensuite opérer le tri. Donc c'est une préparation au tri. Libérer, donc maintenant les dérivés, les apparentés, libérer tout aliment de son enveloppe naturelle, haricots ou pois de leur gousse, etc. Ou encore, presser des fruits cultivés pour leur jus, olives et raisins. Alors là, on trouve un sujet auquel on ne s'attendait pas, c'est que le produit naturel qui se détache et qui pour nous a un intérêt serait quoi? Le jus, justement. Et typiquement, cette question se pose pour des fruits qui ont vocation à nous donner davantage leur substance, enfin leur jus, leur liquide, que leur chair elle-même. Et classiquement, ça ce sont des grands sujets bibliques, c'est les olives pour l'huile. Hein, imaginez, culture méditerranéenne, l'huile d'olive, on met l'huile d'olive, on cuisine ensuite, ça fait partie de cet omniprésent, et c'est très bon d'ailleurs. Il paraît que c'est bon pour la longévité, enfin voilà, on cuisine à l'huile d'olive. Et le raisin pour le vin. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Bien sûr, on peut manger des olives en apéro, on peut prendre du raisin en dessert, évidemment. Mais il y a des raisins qui sont dédiés au vin, qui ne sont pas forcément faits pour la consommation, et il y a des olives, pareil, qui sont dédiées à être, au pressoir et pas à la consommation. Elles ne sont pas forcément bonnes, d'ailleurs, elles sont parfois même amères. Bon. Donc retenons ces deux-là, olives et raisins, et nous verrons qu'il y a des extensions sur des autres fruits. Est-ce qu'on peut se faire un jus d'orange de Shabbat? Est-ce qu'on peut se faire un jus de citron, un citron pressé de Shabbat? Il y a une technique, en fait, vous allez voir. Traire normalement, sous certaines conditions. Si un jour, il vous prend d'avoir une ferme et d'avoir des animaux à traire, alors on traite pour se nourrir soi, pour produire. Mais aussi, si Shabbat, on ne peut pas traire les animaux, mais comment on fait? Ces animaux vont souffrir. Donc, il faudra trouver une solution pour pouvoir traire, et si c'est pas soi-même, qui le fait, et dans quelles conditions, et à quelles conditions. Retour à la ruche, enfin, c'est la dernière extension pour battre, presser les rayons de miel pour en extraire le miel. Bon, ça, c'est l'apiculture. Quand vous serez contaminé par cette passion, vous verrez donc à pas presser ces fameux rayons de miel. Ok. Alors, les extensions rabbiniques, évidemment, le coût des fruits, ça n'allait pas passer à l'as, vous en doutez bien. Ça fait partie des nuances, mettre d'un côté raisin, huile, destinée au pressoir, et de l'autre côté les autres fruits, ça ne pouvait pas passer, c'est trop compliqué, quelque part, il fallait simplifier. Donc, il nous est, sur le plan rabbinique, interdit de presser d'autres fruits que le raisin et l'olive pour en boire le jus. Même si ce n'est pas des fruits destinés uniquement au jus. Donc les oranges, par exemple, ça se mange, ça se presse. Citron, ça se mange, ça se presse, et ainsi de suite. Alors comment on fait pour faire une sauce? Tiens, on veut assaisonner sa salade le Shabbat. Est-ce qu'on peut presser du citron dessus? Comment ça marche? Directement. Comment? On coupe le citron, on presse et c'est tout, mais sans rien prendre. Mais c'est pour en boire le jus, non? Non, mais c'est pour améliorer On va pas boire que du plat. jus. C'est pour l'assaisonnement, on peut. Bravo. Ah, mais Je pense qu'en repartant de ce cours, vous allez bien rigoler quand même. Parce que on a parlé du citron, machin, qu'on presse. En fait, il y a une logique qui tient aussi à nos contraintes. Parce que ça cuit, c'est acide. Après, il y a des fruits qui cuisent. Après, il y a des fruits qui cuisent comme le citron. Comme c'est acide. Si on le met sur du poisson. Ah, est-ce que ça cuit? Oui. Ça ne vaut que... Oui, alors ça c'est faire du saumure le Shabbat, on verra comment ça marche. Ça c'est encore autre chose. Oui. Mais là je parle juste d'assaisonnement. Alors voilà, je vous donne le principe, l'application, c'est la suivante. Faire du jus, vous voulez vous presser un citron pour boire un jus de citron, c'est interdit. En plus, d'autant plus si c'est avec un ustensile pour ça. Idem pour l'orange, enfin pour les agrumes. En revanche, assaisonner un plat, on verra qu'on peut s'arranger donc pour le jus lui-même. Assaisonner un plat, c'est autorisé parce que, comme vous dites très justement, ça vise à améliorer le solide. Et donc, regardez le raisonnement en halakha va être le suivant. En réalité, ce liquide, ce jus qui est pressé est assimilé au solide. Puisqu'il rejoint le solide, en fait, le problème n'est pas le liquide, c'est tout à fait transitoire. C'est un média, le liquide en somme, c'est un moment médiatique, mais c'est véhiculatoire, c'est le solide qui compte. Donc on oublie. En fait, généralement, on facilite la tâche, ils n'ont pas voulu nous rendre impossible le Shabbat. Vous imaginez, si vous prenez les crudités sans assaisonnement, enfin c'est moyen quoi. Donc ils ont sans doute tenu compte de ça aussi, en raisonnant
de manière un peu audacieuse en disant, bon allez, assaisonner, c'est bon, c'est plus insolite qu'un liquide, ce jus qui sort du fruit, point barre. Alors du coup, on peut peut-être avoir une technique que certains utilisent pour faire une orange pressée, se faire une orange pressée ou un citron pressé le Shabbat, c'est de presser sur un sucre, tout simplement. Prenez un sucre en morceaux, des sucres en morceaux, si en tout cas c'est à votre goût, et puis vous pressez dessus, et on considère que vous assaisonnez le sucre plus que vous faites une orange pressée. Bon voilà, si vous avez un petit régime en vitamine C, vous saurez qu'il y a une technique. Par contre, du coup, vous mangez du sucre, vous n'avez peut-être pas prévu d'absorber. Ça, c'est notre problème. Ok? Bon, tout ça se tient, et rassurez-vous, il ne faut pas en faire un fromage. Enfin, voilà. D'accord, ce sont des interdits rabbiniques. Évidemment, ils se respectent, mais n'allez pas lapider votre proche parent parce qu'il s'est fait un jus qu'il ne le savait pas. D'accord? Cela s'explique gentiment, et nous verrons. Qu'est-ce qu'on fait en fait des interdits qui sont d'ordre rabbinique? Comment on les confronte dans la cohabitation, dans la diplomatie? Comment ça marche? Ils ne reculent pas forcément ces interdits, mais parfois il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire. Notamment, exprimer à quelqu'un, il est dans la Torah, notre devoir de dire aux gens les lois que nous connaissons. Mais dans les rabbiniques, si on sait qu'on ne va pas être écouté, il vaut mieux se taire, par exemple. Donc, on ne veut rien dire. S'agissant des lois thoraïques, on est censé dire. Censé dire pourvu que ça passe. Alors on verra comment. Je reviendrai plus tard sur le sujet de la diplomatie, d'accord, mais sachez qu'il y a par exemple cette incidence-là. Dire ou ne pas dire. Si on sait qu'on ne va pas être entendu. Alors, voilà pour battre. L'histoire de presser, on retrouvera pressé dans un autre registre, qui est le registre de laver. Blanchir au départ, ça se dit blanchir, et dans laver on retrouvera essorer, presser. Donc quand on dit presser dans la loi de Shabbat, il faut savoir si on se réfère à presser au titre de battre, dash, ou bien au titre de melaben, blanchir, laver. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors puisque nous sommes à Grenoble, avant de passer aux travaux liés au tri, à Grenoble, il est censé y avoir de la neige, il y en aura peut-être, nous sommes au cœur de l'hiver, et donc j'ai soif, presser la neige pour en extraire de l'eau, nos maîtres nous l'ont défendu, ce n'est pas un fruit, ça s'apparente seulement, enfin ça ne s'apparente même pas, c'est lointain, c'est pas un apparenté au sens où je l'ai donné ici, donc on a l'habitude de ne pas le faire, voilà. Enfin, on est prié de ne pas le faire à titre rabbinique. Bien sûr, si on est à l'article de la mort où on est en danger, évidemment, tout ça, ça vole en éclats, on est d'accord. Hein, on va commencer par ça. Et est-ce qu'on peut prendre un verre de neige et puis le rentrer à la maison et attendre que ça fonde pour se faire de l'eau? Ouais. C'est aussi la technique du robinet, vous savez. Oui. Non, mais je ne sais pas s'il y a de l'eau pure. La neige, eau pure, avec les résidus de kérosène des avions qui passent au-dessus, les animaux qui ont déposé ce qu'ils ont déposé. Vous êtes bien sûr de votre coup? Vous voulez pas plutôt une eau traitée, bien, qui arrive dans le robinet? Non? Je sais pas, moi je serais inquiet là sur le coup de la neige, hein. Je sais pas, non? Alors bon, on va quand même répondre à votre question, hein. Le coup de la neige, alors vous l'avez pas pressé, vous l'avez laissé fondre, ouais, ce serait autorisé. Et après de transporter. Vous êtes dans un lieu privé, vous avez un joli chalet avec un jardin, un enclos, etc. Vous voulez prendre la neige, la déposer chez vous, la regarder fondre et la boire, c'est autorisé. Ça marche? Allez, je termine sur 6, 7 et 8. Vanner, trier, cribler. Et je vais juste évoquer le principe général parce que là, il y a un gros morceau. C'est pour ça que j'ai un peu surligné ici. Gros morceau trié parce que c'est du tout le temps. Je prépare mes entrées pour le Shabbat, etc. Je trie. Le dessert, j'épluche un fruit, etc. Je trie. Comment ça marche? Quelles sont les subtilités pour pouvoir le faire en réalité? Je veux faire du rangement. Je veux ranger des bouquins. Est-ce que je peux trier? Comment ça marche? Donc on va en faire, enfin, il y en aura 3 d'un coup qui vont passer à la trappe. C'est vanner, zoré en hébreu,
trier, borer en hébreu, et ça c'est le grand mot, ça c'est le grand sujet. Les autres sont juste voisins, enfin ils s'assimilent. Et enfin, cribler, meraked. C'est joli ça, meraked. Alors c'est le verbe leraked à l'infinitif qui veut dire cribler. Mais il y a, avec la même racine, un autre verbe sur un autre mode qui se dit lirkod. Qu'est-ce que c'est lirkod en hébreu? Danser. Et donc là, vous faites danser le blé sur le tamis. C'est ça, cribler, en fait. Bref. Alors, les principes, vanner, c'est quoi? C'est secouer au vent au moyen d'un... je ne sais pas comment ça se prononce, ça. D'un van, je pense. Pour séparer les déchets mêlés au grain. C'est une technique, on se sert du vent pour ça. Trier, c'est retirer à la main les déchets du comestible. Et ça, dans une cuisine, je pense que vous êtes plus amené à le faire à la main qu'avec le vent qui souffle, évidemment. Cribler, passer la farine par le crible pour la débarrasser du son et des déchets. À part l'application qui consiste chez soi à retamiser la farine pour en écarter les insectes éventuels, ça c'est une question de cache-route, c'est pas obligatoire, il y a certaines habitudes de le faire, de voir si une farine n'est pas contaminée. Donc certains ne prennent que de la farine tamisée, la retamisent au moment de la préparation, c'est un peu fastidieux d'ailleurs, mais c'est optionnel. Il n'y a pas vraiment d'application à part ça. Le gros c'est borer, c'est trier à la main. Alors je dirais simplement ceci, ou plutôt non, pardon, je ne dirai rien, juste je vais évoquer les extensions, les apparentés, et je laisserai la théorie de trier et les applications concrètes pour la suite. Filtrer les liquides à l'aide d'une passoire ou d'un linge. Écrémer le lait pour une consommation ultérieure. J'insiste bien sur ultérieure, parce que si c'est pour tout de suite, nous verrons qu'il y a des possibilités sous certaines conditions. Retirer la partie gâtée d'un fruit pour garder la partie comestible et pas pour le manger tout de suite. Si c'est pour manger tout de suite, il y a des conditions, il y a une technique. Éplucher fruits et légumes pour une consommation ultérieure. Toujours pareil. Faire cailler le lait, égoutter. Le faire cailler le lait, c'est faire du fromage en fait. Faire du fromage de Shabbat, c'est-à-dire jeter la présure dans le lait et donc le faire cailler, etc. Ou bien goûter le lait caillé pour en faire du fromage blanc. Donc toutes les techniques du fromage qui sont d'ailleurs des sujets talmudiques intéressants, parce qu'on en apprend de belles, c'est sympathique ce sujet, en cache-route ou par rapport à Shabbat. Bon, donc tout ça on ne le fait pas le Shabbat, mais bon, de toute façon, c'est pas dans nos usages quotidiens, je pense. Et dans les interdits rabbiniques, vous trouverez, mais j'aurais beaucoup à vous dire là-dessus, retirer la partie comestible pour laisser la partie gâtée, à l'aide d'un ustensile, même dans l'intention de consommer de suite. Trier à la main 2 sortes d'aliments comestibles, retirer les chaises cassées d'une pile, trier les livres pour les disposer. Et là, vous avez un peu du chinois, d'accord? Qu'est-ce qui leur est arrivé au rabbin? De quoi il parle? Retirer la partie comestible, les chaises cassées, les livres, de quoi on parle? De quoi ça parle? Pour ce faire, il nous faudra l'apport théorique sur qu'est-ce que c'est au juste que trier et quelles sont les techniques de tri et les conditions pour pouvoir trier le Shabbat, entre guillemets, pouvoir trier le Shabbat, et ce qui va nous soulager la vie, bien entendu, à quelques détails près. Il y aura juste quelques détails à connaître dans les applications concrètes pour ne pas trier le Shabbat. D'accord ? Un exemple, quelle que soit la forme de tri, est-ce qu'on enlève le bon ou est-ce qu'on enlève le mauvais, une des conditions, c'est de ne pas utiliser un ustensile dédié pour cela. Et classiquement, dans les cuisines, on a pour éplucher de légumes un économe, vous savez, cette espèce de couteau, donc il m'arrive de l'apercevoir lorsque je me trompant de chemin, j'arrive en cuisine. L'économe, classiquement, c'est un ustensile dédié à l'épluchage. Donc, ce sera à proscrire le Shabbat, on éplucherait autrement, de manière un peu plus artisanale, en tout cas sans l'économe. Voilà. La petite application sympathique et classique sur cette affaire. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Mis à part
le hamac là, dans les arbres. Si, Ça, par exemple, ça il y vous a- a perturbé la sieste, là, le coup de... Hein non, c'est Ah un, non, c'est un mais sujet, l'autre on est fois- d'accord. Et donc, oui. Non, mais par exemple, on est en vacances et tout machin, mais on a une habitation dans les arbres, dans les cabanes. On y a droit ou pas? Yes, bien sûr. J'ai trouvé des petits... vous savez, les packs là qu'on s'offre, là, les packs détente, machin, tout ça. Ouais, on a Il y avait besoin un de pack. monter une échelle et Ouais. l'habitation Il y elle avait est un en pack, dur, c'était tout dans les machin. cabanes, enfin dans les arbres et tout. Pas très loin d'ici, je sais pas, en Auvergne ou je sais pas où. Faut savoir. Et donc, Shabbat, est-ce que ça marche? Mais pas que le Shabbat, si on y est toute la semaine, ou sinon c'est une habitation. La semaine, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, oui, non, le Shabbat quoi. Faut voir, Vous savez quoi, j'ai réfléchi, parce que j'ai réfléchi à l'époque, est-ce que je prends le pack ou pas pour passer le week-end. Enfin, j'avais pas dit passer Shabbat, mais bon. En même temps, la question se posait, et donc, comment ça marche? Ça, c'est une bonne question, parce que tout est... En fait, on n'est pas sur les Tout est arbres bien eux-mêmes, on construit, est, quoi, on est ouais. dans une structure qui est dans les arbres. Vous voyez le... Ouais. Est-ce que c'est comme le hamac qui est fixé sur les rivets ou aux arbres eux-mêmes? Bon, voilà. Mais là, Après, c'est le, fixé, après, le apparemment. risque, c'est que je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. Il faudrait que je vois le truc et on puisse statuer là-dessus. Ouais. Mais donc, je réponds pas à votre question, je D'accord. sèche. Je sèche. Voilà. Ok. Pour être honnête, je sèche. Il faut regarder ça de plus près. Ok? Parfait. Je vous remercie. Je vais donc arrêter ceci.